L'objectif du leadership, c'est d'amener un groupe de personnes à atteindre des objectifs communs. On pourrait dire ça. Le rôle du leadership, c'est d'amener un changement positif dans la vie des gens. Pourquoi? Pour atteindre des objectifs qu'on n'a jamais atteints, il faut adopter des façons d'être et de faire qu'on n'a jamais adoptées. Ça demande des changements, parce que si on veut avoir des résultats différents, probablement qu'il faut être différent dans notre quotidien. Une façon de voir ça. Le rôle du leadership, c'est de réduire l'écart entre la vision et la culture. La vision, c'est l'avenir qu'on veut créer. La culture, c'est ce qu'on est capable de faire dans le moment présent. Qui on est dans le moment présent ne nous donne pas les résultats de l'avenir. Donc, si on veut avoir les résultats de l'avenir, il faut choisir ensemble ce qu'on doit faire dans le moment présent, qui on doit être dans le moment présent et s'aligner avec l'avenir qu'on veut créer. Le leadership, c'est une tâche d'alignement. Parce que quand tu t'alignes, t'accélères. Quand tu t'alignes, t'accélères. Fait que la question, c'est comment tu fais pour faire ça? Et tu fais quoi quand il n'y en a pas d'alignement? Au bout du compte, il faut se parler pour avancer. Le véhicule de l'amélioration continue, c'est le travail d'équipe. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler de courage parce que sans courage, il n'y en a pas de leadership. On brasse des belles idées ensemble. On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société, mesdames et messieurs. Hey, aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me touche profondément parce que le courage, c'est agir malgré la peur, tu sais. Le courage, c'est prendre position. Le courage, c'est être devant. C'est prendre sa place. Le courage, on pourrait dire, c'est se donner le droit d'exister. C'est gros, hein, ça? C'est gros. Fait que je te raconte une petite histoire, OK? Une petite histoire que j'ai vécue dans mon leadership. Puis, mon objectif, c'est toujours d'humaniser le leadership puis de peut-être démontrer qu'on ne fait pas toujours ce qu'on sait. Puis, des fois, c'est pas une formation de plus qui change la chose, c'est la connaissance de soi. C'est la raison pour laquelle je travaille tellement en connaissance de soi avec les gens que j'ai la chance d'accompagner, parce que c'est là que ça se passe. Tu travailles avec l'invisible. Je te raconte l'histoire. Je suis directeur adjoint à ce moment-là et je gère une rencontre en équipe de collaboration qu'on pourrait appeler une CAP à ce moment-là. Puis on est 8-10 personnes autour de la table et il y a une membre du personnel autour de la table qui est une membre du personnel qui est là en suppléance à long terme. Et la membre du personnel arrive autour de la table avec un sac de tricot. Et je remarque, et le groupe remarque, que la personne tricote pendant la rencontre. Mais elle écoute, là. Mais elle tricote pendant la rencontre. Tu fais quoi avec ça? Hein? Je te laisse décider, là. Je te laisse décider. Et puis, juste une couche, un détail, c'est que le- la personne qui tricote autour de la table, c'est son entreprise personnelle. Donc, elle fait des tricots qu'elle va revendre, puis rien de mal avec ça, avoir une entreprise sur le côté, tu sais. Puis là, on est en équipe de collaboration. Fait que ça, c'est le contexte, tu sais. Fait que tu fais quoi avec ça? C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? C'est-tu on en parle-tu après? On en parle-tu tout de suite? Toi, tu ferais quoi dans cette situation-là, tu sais? Ouais. Mais j'étais un jeune leader à l'époque et je t'explique comment moi je l'ai vécu. Un, j'avais pas anticipé ça. Puis deux, quand j'ai vécu ça, j'ai été tellement surpris de voir que quelqu'un se présentait autour de la table de cette façon-là. J'ai vu les membres autour de la table voir dans mon visage que j'avais vu ça. Ils ont sûrement vu mon non-verbal. Et savez-vous ce que j'ai fait suite à ça? J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai gardé le silence. Pour le moment, j'ai gardé le silence, là.
trop surpris, trop en mode réactif à l'intérieur, trop peur de dire quelque chose qui va blesser, trop peur d'être cinglant parce que je trouvais vraiment que c'était pas, on n'avait pas besoin de ça là, pour avancer en pédagogie, tu sais. Donc, j'ai gardé le silence. Mais j'ai eu un grand malaise et je suis sûr à ce jour que mon silence qui a été vu de la part des autres, je suis certain que ça n'a pas aidé à mon leadership, ça, à ce moment-là, dans ma carrière. Ouais. Des fois, on parle pas. Des fois, quand il y a un désalignement entre nos façons d'être et les façons d'être qui vont nous aider à avancer en équipe, ensemble, à créer un sentiment de sécurité psychologique pour pouvoir parler de pédagogie. Puis je suis certain et persuadé qu'il y a des gens dans le réseau scolaire qui se diraient, ben, c'est pas grave si on tricote autour de la table. C'est pas grave s'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la correction pendant qu'on est autour de la table. C'est pas grave s'il y a quelqu'un qui met son ordi là, qui fait du in and out pendant la rencontre parce qu'elle va avoir les notes de la rencontre. Il y a toutes sortes de c'est pas grave. Ben là, il n'y a rien là, tu sais. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui doit se produire dans ton milieu pour justifier que c'est nécessaire qu'on ait une conversation au sujet de nos façons d'être ou de faire? À quel moment reconnais-tu une opportunité d'avoir une conversation qu'on pourrait appeler une conversation courageuse, où je vais devoir prendre position par rapport à ce qui est attendu, ce qui est aligné avec qui on est, puis ce qui ne l'est pas, ce qui est aligné avec nos valeurs d'équipe et ce qui ne l'est pas. Ici, c'est le comportement qui est important, c'est pas la personne, là. Personne. Personne formidable, comme fantastique. Fantastique, la personne. Quand on a une conversation courageuse, c'est pour le comportement et l'impact de ce comportement-là sur notre capacité d'atteindre notre mission éducative, tu sais. Fait que c'est quoi que ça prend dans ton milieu à toi pour que tu te dises: «Hey, c'est ça». Fait que as-tu déjà pensé à ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'avoir une conversation? OK, moi je te partage quatre façons de décider ou de déterminer que, hey, sais-tu quoi? Si le comportement que j'observe a un impact négatif ou fait en sorte qu'on ne peut pas agir sur ces choses-là, ça justifie que dans mon rôle, je dois avoir la conversation. Autrement, je suis en train d'accepter le manque d'alignement et qui ne dit mot consent. Et parfois, ça a un effet d'entraînement, c'est que les gens qui sont alignés se disent, ben là, c'est pas vraiment vrai ce qu'on a dit en assemblée générale. C'est pas vraiment vrai qu'on s'en va là comme équipe parce que là, on a vu qu'il y a un manque d'alignement et, entre guillemets, il n'y a rien qui se dit ou il n'y a rien qui se fait quand on ne s'aligne pas. Fait qu'on n'est pas vraiment sérieux. Ça peut être perçu comme ça, tu sais. Puis l'idée ici, c'est pas d'être parfait, là. Mais en leadership, ça va demander du courage. Et voici les 4 ingrédients, si tu veux, là, qui justifient, à mon sens, à moi. Si ce que j'observe d'un élève, d'un membre du personnel, ça affecte une de ces 4 choses-là, négativement, je me dis c'est une raison d'avoir une discussion. Première des choses, tout ce qui s'appelle qu'on mesure qui est qualitatif. Le climat scolaire, tout ce qui fait appel à la sécurité des gens. Si le comportement que j'observe chez quelqu'un, ses paroles ou ses actions, a un impact négatif sur le climat scolaire ou sur la sécurité et le bien-être des personnes dans le milieu, ben c'est une raison vraiment valable pour avoir une conversation, pour s'aligner, pour aligner les comportements de la personne avec ce qui va nous aider. Parce que notre mission, c'est d'atteindre nos cibles. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche d'atteindre les cibles qui vient de nous, on a la responsabilité de le dire. Là, c'est pas être méchant, là. On a la responsabilité de le dire. Donc, si ça touche au climat ou à la sécurité des gens, il faut le dire. Deuxième, tout ce qui est quantitatif qu'on mesure. Si le comportement observable ou les paroles que j'entends ont un impact négatif sur tout ce qui est quantitatif,
le taux de diplomation, la réussite des élèves, tout ce qu'on mesure qui est quantitatif là, dans le projet éducatif, dans le plan d'amélioration d'école. L'écart entre la proportion d'élèves qui sont à tel niveau versus ce qu'on vise, la norme provinciale. OK. Tout ce qui est mesurable. Si ce que j'observe a un impact négatif là-dessus, ben c'est une bonne raison d'en parler parce que c'est directement lié à mes responsabilités de créer de l'alignement. En d'autres mots, c'est pas un caprice personnel. C'est qu'on y tient aux résultats qu'on vise puis aux objectifs, tu sais. Troisième raison pourquoi ça vaut peut-être la peine d'en parler si jamais j'observe quelque chose, tout ce qui est lié au profil de sortie d'élèves. En d'autres mots, qui nos élèves sont-ils en train de devenir parce qu'ils nous côtoient? On les traite comment? Puis qu'est-ce que ça leur demande de devenir? Est-ce qu'il y a une place pour eux? Tu sais? Est-ce qu'on les fait rentrer dans un moule, puis il n'y a pas de place pour eux? Après ça, on va vouloir travailler le sentiment d'appartenance puis le climat scolaire. Fait que je me dis, tout ce qui touche à qui deviennent nos élèves, c'est quoi les compétences qu'ils développent parce qu'ils nous côtoient? Je me dis, si ça a un impact négatif sur le profil de personnes qu'on développe, ça vaut comme la peine que j'en parle avec la personne concernée. C'est souvent, le profil de sortie d'élèves, c'est souvent une façon de promouvoir notre établissement scolaire. Tu sais, on se dit, regarde, ça, c'est le type de citoyens qu'on tente de façonner ici par le parcours scolaire qu'on conçoit, par les activités. Puis, c'est un peu ça le target, madame. Envoyez-vous notre, envoyez-nous votre enfant. Tu sais, c'est ça qu'on va essayer de faire. OK? Fait que si ce qu'on fait touche négativement à ça, il faut en parler, tu sais. Puis le quatrième point, ben, qui nous devenons comme équipe, comme adultes, parce que les enfants vont et viennent, mais nous, les adultes, souvent, on reste. Et si ce qui se passe dans l'équipe, tricoté, ça a un impact sur le type d'équipe qu'on est, puis le niveau d'engagement, puis de contribution autour de la table, ben on a la responsabilité d'en parler. Puis des fois, on garde le silence. Puis je vais t'expliquer aujourd'hui, au meilleur de ma capacité, pourquoi on garde le silence en leadership, même quand c'est notre rôle. Ben, la conclusion que j'ai tirée, à force de travailler sur ce gars-là, Marius, là, je me pointe, si tu m'écoutes dans Spotify, je me pointe la poitrine, tu sais, et à force d'accompagner des leaders en éducation, c'est qu'on est humain et on a besoin d'être aimé. Hein? Ça demande du courage de prendre position. Ça demande du courage d'être le gardien de la rigueur. Ça demande du courage. Parce qu'il y a un risque. C'est quoi le risque? On risque de déplaire. On risque de ne pas être aimé. Juste bourgeois a besoin de sentir qu'il est apprécié. Là. Peu importe le titre de son poste. Tu es humain avant d'être ton poste. Tu veux sentir que tu es apprécié. Puis en leadership, quand ça fait partie de ta liste de responsabilités d'être celui qui assure l'alignement, puis tu as dans ton rôle la responsabilité de dire puis de nommer ces réalités-là, pas confortable pour certains, en tout cas pas pour moi. Bien plus le fun à inspirer le monde. Dire la vérité à un adulte, il n'y a rien de mal avec l'adulte, là. Elle l'aime, l'adulte, là, qui est là. Mais le comportement, ah, tu sais, tu me suis-tu? Fait que qu'est-ce qui fait qu'on garde le silence? Ben, si mon besoin d'être aimé est plus fort que ma capacité d'aller à la rencontre de l'autre pour nommer la vérité, ben, je vais garder le silence. Mais c'est quand même une force, là. L'idée qu'on a besoin d'être aimé, c'est qu'on est capable d'empathie. Puis parce que je suis capable d'empathie, je suis capable de connexion, je suis capable de créer des relations solides avec les gens. Fait que, tu sais, c'est pas négatif, ça, d'avoir ce besoin-là de connecter avec les autres. Il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est nécessaire, là. Pas de connexion, pas de mobilisation. Fait que, tu sais, tu es comme déchiré entre tu veux pas perdre la relation, mais tu veux pas renoncer à l'amélioration continue de nos pratiques parce qu'on va atteindre nos cibles. Tu es comme déchiré entre les deux. Mais la conversation courageuse, encourageante, c'est le pont entre nos relations et les résultats qu'on veut dans nos écoles.
Qui ne dit mot consent? À l'impossible, nul n'est tenu. Puis l'idée, c'est pas d'être parfait, puis de se pointer du doigt, puis de se reprocher quoi que ce soit. C'est pas ça mon invitation. Un, c'est peut-être de se reconnaître, puis de se dire, hey, j'ai mon super pouvoir de connecter comme personne, pas le mien, mais celui qu'on a tous, notre super pouvoir. Je dis souvent aux gens, ton super pouvoir, c'est qui tu es. Mais ta capacité de connecter avec les autres, c'est aussi cette même partie-là de toi qui va faire en sorte que ça va être difficile, peut-être pour toi, je ne sais pas si c'est le cas, d'ouvrir un dialogue où tu vas demander à un autre adulte de revoir un de ses comportements. Hey, ça prend une relation quand même, hein, pour dire à un autre adulte, hey, as-tu pensé que ce comportement-là a tel impact sur notre culture? Es-tu d'accord avec ça? Oui. Ça, c'est le comportement qu'on a identifié en équipe qui nous aiderait. Je peux-tu compter sur toi, tu sais? Tu t'y prends comment pour avoir cette discussion-là, tu sais? Comment t'amènes ça? C'est quoi ton non-verbal? À quel moment tu fais ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais ça à sandwich? Du positif, du négatif, du positif? Hum, vraiment? Tu te mets à la place de l'autre, tu veux quoi, tu sais? Fait que c'est ça, l'enjeu de l'amélioration continue. Quand on parle d'alignement, c'est que c'est facile en amont de dire: «Hey, on s'en va là, ça c'est le plan, voici les moyens, voici nos structures de collaboration, voici le langage commun, voici le palier 1 de la RAI, nos stratégies à fort impact. Bon, un, 2, 3, go, on y va les amis. Yes!» Puis on vérifie à tous les temps de temps les données, puis on s'ajuste. OK, mais c'est parce qu'entre les moments où il y a des données, il y a le il y a le quotidien. Il y a la culture actuelle, puis il y a la vision. Puis il y a un écart entre les 2 par design. Puis s'il y a un manque d'alignement, qui en parle? Comment on en parle? As-tu déjà entendu l'expression «acheter la paix»? Acheter la paix. Ben, l'expression «acheter la paix», il faut que tu te poses la question, c'est la paix de qui que tu achètes? Puis à quel coût? Parce qu'acheter la paix, ça donne aussi naissance à la goutte qui a fait déborder le vase. As-tu déjà entendu cette expression-là? Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Là, je vais y dire, là, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Ça, c'est la goutte. Plus capable d'en prendre. Ça, c'est la goutte. Là, je m'en vais y dire. As-tu déjà pensé que le problème dans ce scénario-là, c'est pas la goutte? Le problème, c'est qu'il y a un vase. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui accumule puis qui se donne pas le droit d'exister, puis qui se donne pas le droit de nommer. Puis ce qui est pas juste pour la personne qui accumule, c'est tout toi qui portes ça, puis tu souffres. Puis ce qui est pas juste pour la personne qui crée la goutte, elle a aucune espèce d'idée qu'elle a cet effet-là sur l'autre personne ou sur l'organisation. Fait que c'est pas juste pour l'autre. Elle a même pas l'opportunité de savoir qu'elle pourrait s'ajuster pour être mieux alignée. L'autre personne, probablement qu'elle pense qu'elle est sur la bonne voie, là, autrement elle ferait pas ça. La goutte qui a fait déborder le vase. Le problème, c'est pas la goutte, les amis. Le problème, c'est qu'il y a un vase. Fait que c'est quand le meilleur moment pour adresser des situations? C'est quand ça arrive. Avec qui? Avec la personne concernée. Combien de gens vivent une situation, vivent le malaise, ils absorbent la goutte, puis ils vont parler à n'importe qui d'autre que la personne concernée. Comment on est censé avancer en éducation si on ne peut pas se parler? Si on ne peut pas valider notre compréhension, notre interprétation de ce qui se passe, en toute bienveillance? Il faut parfois choisir l'inconfort de la conversation pour avancer, plutôt que le confort du silence, du statu quo, puis de la goutte qui s'accumule, et de la paix qu'on pense qu'on achète, mais qui est la paix de tout le monde sauf la sienne. Ouais. Le chemin le plus court entre où nous sommes comme équipe
et où nous voulons aller comme équipe, le chemin le plus court, c'est la vérité. En ce sens, être clair, c'est gentil. Être clair, c'est gentil. Ouais. On ne peut pas frapper une cible qu'on ne voit pas. On ne peut pas ajuster un comportement si on ne sait pas c'est quoi le comportement positif qui est attendu de nous. C'est important d'être clair. Puis parfois, il y a des leaders qui n'aiment pas ça être clair parce que ce qui vient automatiquement avec la clarté, c'est l'imputabilité. Parce que si c'est clair, tu le sais si on le fait ou si on ne le fait pas. Quand c'est flou, on ne le sait pas. Fait qu'il y a un avantage à rester flou. Quand c'est flou, il n'y a pas personne qui le sait si on le fait ou on ne le fait pas. On ne le sait pas si on progresse ou on régresse. C'est flou. On est heureux dans le flou. Heureux dans le sens, on ne vit pas d'inconfort. Mais c'est pas vraiment confortable non plus parce qu'on peut pas savoir, on peut pas goûter à la satisfaction de savoir qu'on avance grâce à ce que nous faisons non plus, tu sais. Fait que la zone de confort n'est pas si confortable que ça après tout. Acheter la paix, c'est pas si paisible que ça quand tu y penses. Pas de courage, pas de leadership. Pas de courage, pas d'amélioration continue. Quand les gens, puis quand tu sais que si tu y penses, là, tout ce que ça prend comme préparation pour qu'une personne prenne le temps de se préparer et de te faire le cadeau de venir te voir, tu te dis, waouh, je dois être important. Que la personne vive toutes ces émotions-là pour venir m'en parler, tu sais. Parce qu'on s'entend qu'une conversation comme ça, une conversation courageuse, là, je sais pas si c'est clair dans ma façon de le présenter, mais c'est pas pointer du doigt. Avoir une conversation courageuse, c'est tendre la main. C'est de dire, hey, je t'aime tellement, je peux pas te laisser là. On peut-tu s'en parler, tu sais? Ouais. J'offre un webinaire dans pas long, 23 mars, justement sur la conversation courageuse, puis j'ai créé un petit script. Je sais pas si ça peut t'intéresser. J'ai créé un script, c'est pas long, là. Mais c'est quoi les ingrédients du message que je véhicule quand je lis la conversation? Fait que si t'es le style de personne ou le type de personne comme moi qui, des fois, tu gardes le silence parce que tu dis, OK, je dis ça comment je m'y prends, bien, j'ai grandi depuis, là. Puis j'ai créé un petit script. Fait que si tu as le goût de l'avoir, fais juste m'envoyer le mot script en message privé dans Instagram ou dans Messenger. Je vais t'envoyer le petit script. C'est pas long, mais ça va te donner une structure. Au moins, peut-être, tu sais, la structure, ça rassure. Ça va te donner une structure pour cette conversation-là. Ouais. Fait qu'envoie-moi le mot script, puis je t'envoie ça, là. Juste si ça t'intéresse, là, tu sais. Mais j'ai le goût de te poser la question. Mon appel à l'action aujourd'hui, c'est, dans le fond, qu'est-ce qui te parle dans ce que je te présente? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Puis la question la plus importante, c'est, avec ce que je t'ai partagé aujourd'hui, si tu en avais une conversation courageuse à avoir, là, ce serait laquelle? Y en a-tu une que tu remets depuis un certain temps, puis que peut-être avec ce que je t'ai présenté comme idée aujourd'hui, peut-être que ça te donne une porte d'entrée là, pour peut-être dire, ah, OK, je pourrais m'y prendre. Je viens de voir le sens ou je sais pas. J'aimerais ça que tu me partages ça en commentaire ou que tu m'envoies un courriel si tu préfères le faire par courriel. Quelle conversation courageuse pourrait aider ton organisation à avancer? Parce que quand tu as une conversation courageuse avec quelqu'un, il y a un risque parce qu'on ne contrôle pas la réaction, mais il y a aussi une récompense. Ça rapproche les gens. Temporairement, ça peut créer de l'émotion, mais ça rapproche les gens parce que c'est un acte d'amour. C'est on tend la main vers l'autre, là. Ouais. Fait que laisse-moi savoir ce que tu en penses. Quelle conversation courageuse tu pourrais avoir, puis on part la conversation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter aujourd'hui. Bye.